Il y a une partie qui m'a vraiment surprise, qui commence évidemment notre pays avec son vaste territoire, sa structure nationale et territoriale complexe, la diversité de ses traditions culturelles et historiques ne peut pas être une république parlementaire, parce que sinon ça serait le bordel, ça ne peut être qu'une république. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en disant ça, il s'inscrit dans la droite lignée des tsars et des bolcheviks, voilà, dont l'argument principal a toujours été c'est vaste, étendu, et que notre grande Russie ne peut pas être dirigée d'une manière archaïque, sous-entendons par collégialement. Il faut un homme fort. Ça a été la théorie des tsars, ça a été celui des bolcheviks, c'est aussi celui de Poutine. Mais habituons-nous au côté toxique de Poutine. On n'a pas fini, parce que Poutine, là, on va me dire, ça se passe en Russie, ça ne concerne pas. Il va continuer à harceler les démocraties à coups de fake news et va être présent dans toutes les futures élections en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça, on peut y compter. Enfin, il a quand même réussi à remettre la Russie au cœur du jeu politique, géopolitique, militaire. Voilà, c'est pas rien. Après l'humiliation de 2014. Mais l'humiliation, elle commence un peu avant. Elle commence à la chute de l'URSS, où effectivement les Américains et les Européens se sont dit bon bah voilà, on va faire un peu ce qu'on veut. Ça y est, enfin l'ennemi est mort. Et donc c'est une reconquête progressive. Aujourd'hui, on voit bien qu'en Syrie, depuis que les Iraniens sont persona non grata, et même au sein du gouvernement de Bachar el-Assad, ils commencent à se dire ouais, finalement les Iraniens, c'était pas une si bonne idée d'être portés à bout de bras. Donc ils refilent tous les contrats aux entreprises russes. Ils mettent Poutine en avant, et c'est pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine, il y a 3 jours, est allé à Damas en montrant qu'il était là, parce que les Iraniens ne se montrent plus. Voilà. En Libye, c'est exactement la même chose. Il a convoqué Erdogan et les 2 belligérants qui se font la guerre, le maréchal Haftar et le Premier ministre reconnu par la situation, par la communauté internationale, qui se chamaille depuis 2 ans à coup on voit sur vos images, à coup de grosses machines de mort. Et il apparaît, et finalement avec la complaisance de l'Occident, parce que 2014, l'invasion de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée, tout le monde hurlait, il y a eu des sanctions contre la Russie. On voit bien aujourd'hui que le jeu diplomatique, finalement les gens se disent, enfin les démocraties occidentales, les démocraties européennes on va dire, se disent ah bah non, il vaut mieux composer avec Poutine, finalement il est là depuis, c'est lui qui est le doyen, 20 ans de pouvoir, voilà donc... Mais regardez comment fait Emmanuel Macron, alors qu'il fait partie quand même de ceux qui militent pour un rapprochement. On va l'écouter, Emmanuel Macron. Il avait reçu Vladimir Poutine, c'était cet été au fort de Brégançon, et on écoute, c'était le 19 août exactement. Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle. Donc la question du G8, elle dépend de la crise ukrainienne, de manière très simple. Mais de l'autre côté, je souhaite aussi que dans le cadre de cette recomposition, de ce nouvel agenda que je souhaite qu'on puisse lancer ensemble, d'une architecture de sécurité et de confiance, on puisse lever beaucoup des malentendus qui se sont installés entre parfois l'Union européenne et la Russie depuis plusieurs décennies. Voilà, donc on lève les malentendus, voilà. Et surtout au moment où Donald Trump dit les Européens, l'OTAN, vous vous débrouillez entre vous, votre sécurité c'est plus mon affaire, etc. Donc évidemment, les Européens, ceux qui n'ont aucune envie de consacrer des milliards et des milliards à leur défense, se disent on a peut-être intérêt à lever les malentendus, c'est joliment dit par Emmanuel Macron, avec la Russie, c'est-à-dire que tant pis pour la société civile qui a été écrasée, tant pis pour l'annexion de la Crimée, tant pis pour l'invasion de l'Ukraine, et finalement composons avec celui que tout le monde décrivait il y a encore quelques années comme un grand méchant loup, et laissons-le faire en Syrie. Finalement c'est pas si mal que ce soit lui qui gère un peu qui tienne Bachar en otage, parce que c'est ça aussi, voilà. Donc il est devenu fréquentable. C'est pire que il est absolument pas fréquentable, mais on n'a pas le choix, parce que rien qu'en Libye, moi je trouve l'exemple de la Libye assez intéressant, parce que quand même c'est l'intervention bête et méchante de la France en 2011, qui était à peu près équivalent en stupidité à celle des États-Unis, d'Irak par les États-Unis. On a ouvert une boîte de Pandore, maintenant c'est devenu quand même un supermarché de vente d'armes à l'air libre. Si vous voulez des armes, vous allez en Libye et tout le monde va se servir là-bas. Et ce qui est encore plus intéressant, donc c'est les Français quand même qui interviennent avec quand même l'aide des Américains et l'aide un petit peu des Allemands. Rappelons-nous l'assassinat de l'ambassadeur et du Qatar, de l'ambassadeur des États-Unis à Benghazi, qui a été quand même un désastre. Mais résultat, aujourd'hui, qui est en train de régler le problème libyen? C'est la Russie. Parce qu'il y a une réunion ce dimanche à Berlin pour régler le problème avec le Conseil national de la sécurité de l'ONU et 5 pays. La Turquie, évidemment, s'est invitée, puisque la Turquie soutient celui qui tient Tripoli, qui est Fayez al-Sarraj, face à celui qui tient l'Est, qui est Khalifa Haftar, qui lui est soutenu par l'Égypte, qui est soutenu par les Émirats Arabes Unis, soutenu aussi par la France, qui a été aussi soutenu par la France, qui continue à être soutenu. Et donc, ça c'est dimanche, mais
ça a commencé lundi à Moscou. C'est que tous ces gens-là étaient convoqués sans la présence d'aucun occidental. Alors et bien sûr, dimanche soir, Emmanuel Macron a appelé Poutine pour dire que ça serait bien d'avoir un vrai cessez-le-feu. Mais j'imagine juste Poutine en train de lui dire « Mais t'es mignon, mais là on est en train, en gros, de faire le ménage derrière votre intervention complètement nulle. » Et en gros, c'est Moscou qui aujourd'hui, tout ce qui concerne le pourtour, le Moyen-Orient, et là la Libye c'est quand même le Maghreb, et ben c'est la Russie qui tient la main. Et là, qu'est-ce que ça prouve encore une fois? L'inertie de l'Union européenne, absolument incapable de parler d'une seule voix et de s'imposer intelligemment sur la scène internationale. Et la trouille aussi, puisque la Russie est en rivalité avec Erdogan. Et qui vend des armes à la Turquie aussi. Voilà, ça c'est récent, mais il y a une rivalité aussi dans la région entre la Turquie, sur le Caucase par exemple, clairement. La Russie et la Turquie se regardent en chien de faïence. Donc Poutine a très bien compris le jeu, c'est-à-dire que les Européens sont plus affaiblis que jamais sur le plan géopolitique, d'autant plus avec Trump qui leur dit débrouillez-vous. Et donc lui, il sent qu'il a les moyens militaires, ce que personne n'a en Europe, parce que personne n'a mis les moyens. La France a, mais des moyens très limités finalement, et puis elle est déjà très engagée au Sahel. Et donc finalement, Poutine rafle la mise. Parce que par inaction et par faiblesse de l'Europe qui devrait pouvoir, bien sûr. Alors, sans transition, on va parler du Festival de Cannes, parce que, donc on l'a appris mardi, le président de la 73e édition du Festival de Cannes, donc ça, qui se tiendra à partir du 12 mai, eh bien, sera Spike Lee. Alors, on va préciser quand même que c'est un cinéaste américain et noir, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est tout à fait. On en est là, c'est que maintenant nous sommes d'ailleurs.